Lundi 2 novembre 2020, 13h sur Canal 3, voici les titres de votre journal. Conformément aux exigences statutaires des tests de la décentralisation, le préfet par intérim des collines était dans les communes de Dassa et de Savalou. À l'occasion, l'autorité préfectorale a échangé avec les membres des nouvelles équipes communales. Tournée d'inspection des travaux de construction et de réhabilitation de stade Omnisport du ministre des Sports. Retour en son et en images sur l'étape du département du Koufo avec la descente sur 3 différents chantiers dans les communes d'Aplahoué, de Djakotoma et de Dobo. Le Novotel Hôtel de Cotonou annonce pour le 5 novembre prochain le lancement d'un nouveau projet. Il s'agit d'une initiative qui offre un cadre d'exposition des œuvres d'art, une façon de révéler les artistes de tous les horizons. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Exigence statutaire oblige, le préfet par intérim des collines était dans les communes de Dassa et de Savalou. L'autorité préfectorale est allée échanger avec les membres des nouvelles équipes communales. Plusieurs points ont meublé les échanges et ont trait au fonctionnement des organes communaux, la limite des responsabilités de ses membres. Précision avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. La descente est périodiquement effectuée par le préfet. Elle le conduit dans les différentes communes situées sur son territoire de compétence et lui permet de débattre de plusieurs sujets ayant trait au développement des localités. En sacrifiant à la tradition, Firmé Aimé Couton, préfet par intérim des collines, est allé à la rencontre des membres des conseils communaux, responsables de services des mairies, chefs services déconcentrés et autres acteurs. La thématique à aborder concerne la clarification des rôles des membres du conseil communal et l'exécutif. D'autant content parce que ça permettra à chacun de mes collègues de savoir que c'est une équipe, quelle que soit leur provenance politique. Parce que ce qui nous lie, comme l'a martelé M. le préfet, c'est d'une part le développement local et d'autre part le relais de l'autorité de l'État sur le territoire de notre commune, le territoire de l'arrondissement, le territoire du village ou des quartiers de ville. Les échanges ont été très riches. Nous avons profité pour présenter à l'assistance à la délégation préfectorale l'image de la commune de Savalou. L'image de la commune de Savalou qui a porté sur les visions prioritaires du conseil communal quand nous avons pris fonction. L'exercice, le premier pour l'autorité préfectorale dans le département depuis l'installation de la 4e mandature de la décentralisation, lui a permis d'apporter des clarifications. À Savalou puis à Dassa, les débats ont été axés sur les actions à mener pour impulser une nouvelle dynamique de développement. Des précisions ont été données en vue d'orienter et d'édifier les membres des conseils communaux. C'est un nouveau conseil communal. Donc, des gens qui viennent d'arriver, il faut leur expliquer davantage leur rôle. Nous allons également, tout au long de notre périple dans les 6 communes, parler également du rôle du maire en tant qu'organe exécutif. Quelles sont ses missions? Quelles sont ses obligations? Nous allons également expliquer. Parce que nous sommes en début de mandature, si vous n'expliquez pas ces choses, c'est des conflits d'attribution qui naissent. Nous autres techniciens, dans nos secteurs, moi-même le préfet et les autres directeurs départementaux, de leur apporter l'assistance nécessaire qu'il faut en vue de leur permettre d'assurer convenablement leur mission. À chaque étape de cette première phase de la tournée statutaire du préfet dans les collines, d'autres questions particulières telles que la sécurité et la santé ont aussi été abordées. La prochaine descente dans la région va conduire l'autorité préfectorale dans les communes de Glazoué, Savet et Ouessé. Prestation de serment de 30 auditeurs de justice à la cour d'appel d'Abomey. Les nouveaux magistrats devant amis, personnalités du corps judiciaire et parents ont promis exercer le métier dans les règles de l'art. La cérémonie officielle qui a investi ces nouveaux magistrats a été conduite par le président de la cour d'appel d'Abomey. On retrouve Imet Hélène Amoussou pour le compte rendu. Sur honneur. Je le jure.
Ils ont juré servir la justice et les justiciables. Leurs actes, ont-ils promis, seront guidés par les règles de la corporation et la déontologie du métier. Par cette cérémonie de prestation de serment tenue à Abomey, ces 30 magistrats entrent officiellement en fonction. Leur effectif vient renforcer le personnel judiciaire et contribuera à rendre davantage accessible la justice aux citoyens. Prenant la mesure de cette exigence, les gouvernements successifs ont depuis 1998 procédé au recrutement pour la première fois. L'effectif a été porté à 77 au concours des auditeurs de justice organisé en 2017. Ce sont ces auditeurs de justice, aujourd'hui au nombre de 76, qui prêtent serment à l'instant et de façon simultanée dans les 3 cours d'appel du Bénin, dont 30 pour la seule cour d'appel d'Abomey. Fondamental, la cérémonie du jour oblige les nouveaux fonctionnaires à exercer le métier avec dignité, humilité, probité, intégrité et impartialité. Durant leur carrière, ont conseillé plusieurs autorités du corps judiciaire. Ces magistrats devront éviter les tentations, compromissions, les vices de la société et observer le devoir de réserve. Des conseils qui aideront chacun de ces hommes et femmes à accomplir convenablement sa mission. La vie des gens n'est pas un dossier. La vie des personnes est une réalité. À l'audience, ne jugez donc pas de simples dossiers. N'oubliez pas que derrière chacune de ces personnes que vous jugerez, il y a un homme ou une femme, une famille tout entière, mais aussi tout le fruit du travail abattu par ces personnes. L'impartialité, c'est l'âme du juge. Mesdames et messieurs les récipiendaires, si restant dans les limites de ses pouvoirs et de ses compétences, mais ne cédant à rien et sur rien de celui qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, le juge a la faculté d'écouter et de comprendre, le courage de décider sans aucune pression directe ou indirecte, alors ce même juge pourra retrouver et conserver toute la confiance de ses concitoyens et celle qui se doit à lui-même. C'est votre mission désormais. Nous vous exhortons à la remplir, quoi qu'il vous coûte. Admis à un concours national, ces auditeurs de justice ont suivi une formation rigoureuse et conséquente à l'École nationale de magistrature. Après le décret du 30 septembre 2020 qui les intègre dans le Corps des magistrats du Bénin et cette cérémonie de prestation de serment, les nouveaux venus iront exercer dans les divers tribunaux dans lesquels ils seront affectés. Ceux-ci sont du ressort de la Cour d'appel d'Abomey. 1 an après sa création, la Cour des comptes n'est toujours pas une réalité au Bénin. Qu'est-ce qui bloque le fonctionnement de la Cour des comptes au Bénin? La société civile béninoise s'interroge. Elle a donné de la voix à travers un point de presse. Un an déjà que la Cour des comptes a été instituée au Bénin avec un espoir populaire de voir les finances publiques suffisamment assainies. Mais depuis sa création, l'institution ne semble pas bénéficier du même intérêt, encore moins de la même célérité dont ont bénéficié d'autres tests législatifs, d'où l'inquiétude des organisations de la société civile. Tout porte à croire que les intérêts des politiques ayant été satisfaits par la révision de la Constitution et les autres lois à caractère politique qui ont suivi le dialogue politique de 2019, ceux relatifs au contrôle de la gestion des ressources librement consentis par le contribuable béninois sont relégués au second plan des réformes. Cette sortie médiatique est mue par la volonté des organisations de la société civile béninoise de voir les finances publiques bien gérées. Nos organisations rappellent que l'installation et le fonctionnement de la Cour des comptes restent un gage de crédibilité de la gouvernance de l'État qui doit se soumettre à la reddition de comptes et à un audit indépendant conforme aux normes afin de mieux informer le citoyen sur l'utilisation des deniers publics. Derrière leurs inquiétudes, ces hommes et femmes ont pondu un plaidoyer autour de 8 points qui vont de la nomination du président de la Cour des comptes par le chef de l'État
à la prise des décrets portant reversement des membres de l'actuelle Chambre des comptes dans la nouvelle fonction à la Cour des comptes, en passant par la mise en place des outils de gouvernance interne à la Cour des comptes. Nos organisations exhortent le chef de l'État à poursuivre la manifestation de sa volonté politique contre la malgouvernance en rendant fonctionnelle au Bénin une Cour des comptes conforme aux normes internationales avant la fin de son mandat. La Cour des comptes a été créée à la faveur de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et répond aux exigences communautaires datant de 1994 dans l'espace UEMOA. Elle reste une institution supérieure de contrôle des finances publiques appelée à renforcer la lutte contre la corruption au Bénin. En tournée d'inspection des travaux de construction et de réhabilitation du stade Omnisport, le ministre des Sports était vendredi dans le département du Koufo. Il est allé faire un tour sur les 3 chantiers en cours dans le département, notamment dans les communes d'Aplaoui, de Diakotomé et de Dogbo. On en parle en détail à travers ce reportage signé Geoffroy Messon. C'est un joyau qui sort étape par étape de terre et qui prend forme. Le stade Omnisport d'Aplaoui voit peu à peu le jour et donne au premier regard l'allure d'une merveille annoncée quelques mois plus tôt par sa maquette de conception. En plein travaux, les ouvriers, techniciens et autres travailleurs du site reçoivent ici la visite du patron des sports au Bénin. Une descente sur le terrain qui n'est pas la première. J'ai initié cette tournée pour effectivement faire le constat à nouveau de l'évolution des chantiers. Vous vous souvenez qu'au regard des difficultés qu'on remarquait, notamment la lenteur des entreprises, nous avions mis en place un chronogramme assez rigoureux et que j'avais déjà entrepris de tourner sur les stades. Et donc nous avons, à quelques mois de l'échéance fixée, décidé encore de venir faire le point pour voir de façon réelle ce qui se passe sur le terrain. Osvaldo Meki est en tournée d'inspection des chantiers de construction des stades omnisports ouverts dans le département du Koufo au titre du programme d'action du gouvernement PAG. Outre Aplaoui, le ministre des Sports et sa suite se sont rendus sur les chantiers de construction de stades omnisports de Diakotomé et de Dogbo. Ce que nous avons constaté sur les stades parcourus jusque-là est plutôt encourageant, même si, je le répète encore, il nous reste quelques semaines, quelques précieuses semaines pour lesquelles il faut maintenir absolument la pression. Les entreprises, par rapport au pourcentage d'exécution des travaux que nous avions convenus dans le planning, sont encore en retard. On a des décalages de 5 à 10% par endroit et c'est pour ça que nous avons mis la pression. Je veux espérer vraiment qu'avec le renforcement des équipes techniques, un suivi plus rigoureux du maître d'œuvre, nous allons pouvoir recevoir ces joyaux le plus tôt possible. Il faut souligner que pour cette première phase, au plan national, les travaux de construction et de réhabilitation concernent 22 stades omnisports dans 22 communes. Ils ont été lancés le 2 juin 2018. Le délai contractuel est fin novembre. C'est ce deadline et c'est pour ça qu'à un mois de ce deadline, j'ai décidé de faire le tour pour voir concrètement où est-ce que nous en étions. Il est évident qu'avec les 5-10% de décalage que nous avons par endroit, ce deadline ne sera pas forcément tenu, mais notre devoir est de mettre la pression aux entreprises et de toute façon d'appliquer les pénalités et les sanctions qui s'imposent en cas de non-respect des délais contractuels. Cette tournée se poursuivra dans les prochains jours sur d'autres sites. Les stades font partie d'un vaste projet du président Patrice Talon qui consiste à doter les 77 communes du Bénin de stades omnisports de type moderne. On parle maintenant de la tournée nationale de visite de chantier du ministre en charge des infrastructures et des transports, une visite entamée depuis quelques jours qui a conduit le ministre dans les départements du Mono et du Koufo. À l'occasion, il était accompagné des députés de la région. Le ministre est allé sur les grands chantiers de construction en cours dans les 2 départements, notamment la route Lokossa-Aplaoui, frontière Togo, en cours de bitumage. Il faut retenir que les travaux sur cette route sont déjà à 66% de taux d'exécution.
Voici un exemple de rêve de population de zone enclavée qui peu à peu prend corps et devient une réalité. Encore quelques mois et ce tronçon Lokossa-DV à Plaroué frontière Togo sera bitumé. Nous sommes au PK0 du projet et visité cet après-midi du vendredi 30 octobre 2020 par le ministre des Infrastructures et des Transports et son staff. Ce chantier lancé le 7 février 2019 évolue. Pour l'occasion, le ministre s'est fait accompagner par les députés de la région. Nous sommes fiers d'accompagner cette délégation pour visiter tout ce qui se fait dans le département, particulièrement en ce qui concerne les infrastructures routières. Je suis heureux d'être de la délégation du ministre des Travaux publics et des Transports qui aujourd'hui fait la visite de chantier dans le Mono et le Koufo. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. Moi, je suis très content de faire partie de cette délégation, non pas pour la visite des chantiers, mais pour effectivement constater l'engagement du PAG dans le pays. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Lokossa-DV à Plaroué, frontière Togo, portent sur un linéaire de 45,450 km. Selon les statistiques présentées à la délégation, le chantier est déjà à 66% de taux d'exécution. Je voudrais dire merci au gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour tout ce qui se fait déjà en termes de développement durable. Pour une fois, nous savons que nous avons un gouvernement, nous avons un président qui a de la vision, qui est un homme de développement. Nous venons de gagner une grande loterie. Le plus gros lot, c'est la route Lokossa-DV à Plaroué frontière. C'est très important pour nous. C'est la première route du Dahomey dans le Mono. Cette route est une voie de contournement reliant Lokossa dans le Mono à Plaroué dans le Koufo. Elle traverse 4 communes. Lokossa, Dogbo, Djakotomé et Aplaroué. Le chef de l'État nous a instruit à l'effet de réaliser des infrastructures de qualité. C'est ce que nous nous attelons à faire. Vous avez apprécié la qualité de la mise en œuvre, les dispositifs de sécurité de nos chantiers et tout ça est satisfaisant. Pour nous, c'est satisfaisant et nous exhortons l'entreprise et la mission de contrôle de continuer dans cette voie. Le ministre Hervé Romain a aussi saisi cette opportunité pour faire le point de quelques grands chantiers en cours d'exécution dans les 2 départements. Nous avons récemment achevé et là maintenant nous sommes en train de faire quelques travaux confortatifs de la route comme Lokossa-Dogbo. La semaine dernière encore, mes équipes techniques étaient encore sur le terrain pour s'assurer de la bonne exécution des travaux confortatifs. Nous sommes en train de réaliser des ponts sur un certain nombre d'axes, notamment à Bopa, Didjozou. Il y a 2 ouvrages qui sont actuellement en construction. Nous allons les visiter très bientôt, bien entendu avec vous, honorables députés. La finition de ces différents chantiers offrira aux populations et autres transporteurs plusieurs axes routiers praticables, ce qui contribuera au désenclavement de plusieurs localités du Mono et du Koufo. Et le cercle des leaders politiques de l'Université d'Abomey-Calavi entretient les étudiants sur les actions du gouvernement du président Patrice Talon. C'était à travers une présentation publique et les différentes présentations ont porté sur les performances économiques du Bénin, les réalisations socio-communautaires et sur les réformes politiques et institutionnelles. Précision avec Christian Adondéjean. Alors que le quinquennat s'achève, il est l'heure d'évaluer l'ensemble des mesures prises par le régime de la rupture depuis 2016. Sur le campus d'Abomey-Calavi et à pratiquement 6 mois de la fin de mandat, le cercle des leaders politiques de l'UAC passe en revue les actions du chef de l'État Patrice Talon et cela se justifie. Il y a près de 5 ans, le cercle des leaders politiques de l'UAC avait reçu dans ce même amphi Idriss Déby Itno, le candidat qui aujourd'hui est le président de tous les Béninois. À travers la présente conférence, le cercle des leaders politiques
entend honorer son devoir d'information à l'égard de tous ceux qui, il y a 5 ans, avaient été touchés par des actions qui nous ont conduits à la rupture en passant par le nouveau départ. C'est une sorte d'évaluation du quinquennat de réforme pour en apprécier les résultats. Depuis 2016, le régime Talon s'est engagé dans la transformation du Bénin à travers la conception et la mise en œuvre de son programme d'action. Au niveau du cercle des leaders politiques de l'UAC, chaque secteur de réforme a fait l'objet d'études. Il est important que nous sachions d'où on est parti. Lorsque le président a pris le pouvoir, quelle a été son approche? On parle aujourd'hui du programme d'action du gouvernement. C'est le cadre référentiel qui a été élaboré pour 60 mois d'action. Et donc, à quelques 55 mois ou 50 mois, on peut déjà apprécier ce qui est fait avant de développer les progrès. Le cercle des leaders politiques de l'UAC s'est inscrit dans une démarche méthodologique et scientifique pour apprécier la gouvernance. Il constate à l'arrivée que Patrice Talon a tenu le pari des engagements pris devant le peuple. Nous avons des réformes qui attestent aujourd'hui que le Bénin a changé de visage, que le Bénin est respecté à l'étranger, que le Bénin révélé sera davantage, le Bénin célébré demain. Profitons-en pour faire de demain un succès éclatant. Une équipe qui gagne, on la reconduit tout simplement. Allons-y. Le cercle des leaders politiques de l'UAC est un creuset indépendant et autonome, composé d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de membres du personnel administratif et technique de l'UAC et d'acteurs des centres commerciaux. Il se donne à chaque fois l'occasion de se prononcer sur la mise en œuvre des politiques publiques. Hors de nos frontières et en image, vous allez le voir, on parle du déroulement du vote en Côte d'Ivoire. Et bien, malgré les menaces et les appels à la désobéissance civile lancés par la coalition de l'opposition, l'élection présidentielle s'est tenue samedi en Côte d'Ivoire. Un scrutin organisé dans un climat de contestation politique. Le vote retient toutes les attentions. La communauté internationale, notamment la CEDEAO, a dépêché une mission d'observation électorale sur le terrain pour suivre le déroulement du scrutin. Et justement, le déroulement des opérations de vote dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est constaté par les observateurs électoraux sur le terrain, mais aussi de la salle de situation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, un dispositif qui permet d'avoir des informations des bureaux de vote de façon instantanée. Précision. Pendant que les observateurs sont sur le terrain, d'autres experts restent en contact avec eux. Depuis la salle de situation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, grâce à ce dispositif technologique mis en place, des informations sont reçues directement des bureaux de vote, puis traitées et analysées pour une meilleure réponse. Après le tour des bureaux de vote, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO vient aux nouvelles. Sur place, une présentation lui a été faite pour lui donner une idée du point de déroulement du vote à la mi-journée ainsi que les incidents signalés. Concernant la présence des représentants des partis, pour l'ensemble des bureaux de vote que nous avons visités, nous avons une présence de 37,5% des représentants des partis au niveau des bureaux de vote. Et il n'y a que à peu près 8% parmi les bureaux de vote que nous avons visités où nous n'avons pas noté de représentants des partis politiques. Parallèlement à ce travail de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, la société civile ivoirienne se montre également très active pour le suivi du processus électoral. Le dispositif mis en place par NDI est visité par le chef de la mission. NDI est une organisation qui mérite beaucoup de félicitations. Parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire sera très certainement, je le disais, je fais une requête déjà à l'endroit de NDI pour que ça soit dupliqué dans tous les autres pays. Parce que les problèmes que vous rencontrez ici, ce sont les mêmes problèmes que vous rencontrez dans nos différents pays. Et donc, s'il y a des problèmes ici que vous avez rencontrés et qui sont levés dans d'autres pays, cela signifie qu'à terme, on fera des élections libres,
claire et transparente sans qu'il y ait un problème. Et c'est votre génération qui va en bénéficier. Alors là, je voudrais vous féliciter et vous encourager. N'ayez pas peur de demain. Je sais que les jeunes Africains peuvent relever le défi du développement, le défi de la conscience citoyenne même, je dirais. La mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est également rendue au siège du Conseil national des droits de l'homme qui a aussi déployé ses équipes sur le terrain, puis au quartier général de WANEP Côte d'Ivoire, qui suit les opérations de vote depuis sa salle de veille électorale avec un système d'alerte précoce. Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO salue les efforts de cette organisation de la société civile. Pour lui, WANEP est un partenaire privilégié pour la CEDEAO, surtout dans le cadre de l'alerte précoce. La preuve, c'est que vous êtes déployés un peu partout sur le territoire national. Le point qu'on vient de nous faire indique que vous êtes une veille citoyenne. Nous vous encourageons, la CEDEAO vous encourage et vous dit merci pour tout ce que vous faites pour l'éveil citoyen. C'est vrai que dans le cadre de l'alerte précoce, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons la formation citoyenne à faire et ce n'est pas petit. Je pense que normalement, les élections dans nos pays doivent être des moments de fête démocratique. Mais nous constatons de plus en plus que c'est des moments de violence, des moments de psychose, la peur au ventre pour tout le monde. Nous espérons que WANEP, dans nos pays respectifs, développera des modules de formation afin qu'on arrive à des élections apaisées. C'est donc dans une action concertée et une synergie d'action que la mission d'observation électorale de la CEDEAO et les organisations de la société civile ont travaillé pour s'assurer de la transparence de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Autre chose, cette fois-ci dans l'actualité nationale, la formation organisée à Grand Popo par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes à l'intention de certains syndicalistes s'est achevée vendredi, organisée autour du thème « Impact de la pandémie du coronavirus sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Bénin ». Cette formation est financée par la Fondation Freddy Chebert et a permis aux participants de mieux cerner les concepts de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est un reportage signé Geoffroy Messon. C'est la fin de 3 jours d'intenses travaux de formation pour ces acteurs du monde syndical. Réunis ici à Grand Popo, plus précisément à l'hôtel Bel Azur, ils viennent de subir un renforcement de capacité sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Je crois que les 3 jours que nous avons passés ici nous ont permis d'avoir une nouvelle vision, je dirais une vision multidimensionnelle de ce que c'est que la sécurité alimentaire, des efforts que nous pouvons faire, des progrès que nous pourrions améliorer à notre niveau, et surtout comment utiliser les produits locaux pour améliorer notre capacité d'alimentation, agir sur notre santé, etc. Et surtout en tant que syndicalistes, que nous puissions travailler à promouvoir cela. Cette formation est organisée par le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes, IUTA, à travers le projet CO. Le droit à l'alimentation, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les réformes en cours dans le secteur au Bénin, ont été les grands axes de cette rencontre. Ces 3 jours que nous avons fait ici à Grand Popo nous a permis de comprendre, de connaître beaucoup de choses sur l'insécurité alimentaire que nous vivons dans le pays. Ça nous a permis de savoir que le Bénin regorge beaucoup de potentialités en matière de production de vivriers, mais malheureusement la couche vulnérable n'a pas totalement accès à cette production, puisque nous continuons encore d'importer du riz, alors qu'on nous a démontré pendant ces 3 jours que le Bénin produit aujourd'hui 600 000 tonnes de riz local. Les thèmes ont été bien développés.
surtout par rapport à l'alimentation et à la nutrition de l'enfant de 0 à 5 ans. Parce que on ne savait pas qu'un enfant mal nourri peut avoir des neurones dans le futur. Ça commence déjà depuis le ventre de la maman. Une femme enceinte qui ne mange pas bien, une femme enceinte qui prépare et n'arrive pas à manger, ça peut porter des neurones à l'enfant qui est dans son ventre. Le CONAZIB IUTA, dans l'organisation de cet atelier, a bénéficié du soutien technique et financier de la Fondation Friedrich Herbert. La rencontre s'est achevée sur des recommandations et la mise en place d'un comité de veille. Et donc je me pose la question, où sont les intérêts des gouvernants? Est-ce que les intérêts, c'est de promouvoir la production agricole de vivres, ou est-ce que c'est plutôt de pouvoir importer le riz et de prendre les taxes et les impôts sur ces importations? Je crois que ça, c'est une question qu'il faut aborder aussi au niveau d'un syndicat. Une autre question. Il ne suffit pas d'avoir des belles chiffres de l'exportation de coton ou peut-être aussi des noix d'acajou si ces produits ne sont pas transformés. Chaque participant retourne chez lui et sur son lieu de travail plus aguerri et avec beaucoup de détermination pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. Action conjointe de 2 clubs Rotary pour la lutte contre le cancer du sein au Bénin. Il s'agit des clubs Rotary de Cotonou-le-Nautilly et celui de Cotonou-Étoile. Les membres de ces clubs étaient avec les élèves du collège d'enseignement général L'Entente et les bonnes dames du marché Bodjetin. Objectif, les sensibiliser contre le cancer du sein. Séance de sensibilisation sur le cancer du sein au profit des jeunes filles du Collège d'enseignement général L'Entente et des bonnes dames du marché Bodjetin dans le 12e arrondissement de Cotonou. C'est une action conjointe du Rotary Club de Cotonou-le-Nautilly et celui de Cotonou-Étoile du district 9102. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative Octobre Rose, une période dédiée à la lutte contre le cancer du sein dans le monde. On a essayé de leur dire ce que c'était que le cancer du sein. Ensuite, on a parlé des facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui peut entraîner la survenue de ce cancer du sein-là. Et ensuite, on a parlé de l'autopalpation, parce que le plus gros du message se situe là. Comment je dois palper mes seins? Qu'est-ce que je dois rechercher dans le sein? Et la réponse est, je dois rechercher une boule, je dois rechercher une anomalie de la peau, je dois rechercher un écoulement, une autre boule dans les selles peut-être. Voilà, c'est généralement les signes qui sont annonciateurs du cancer. On leur a posé des questions, elles ont répondu, elles nous ont dit ce qu'elles ont compris à travers le message que le cancérologue a véhiculé. On voulait impacter toute la communauté. D'abord, les femmes du marché. On est allé vers les femmes du marché, les sensibiliser pour qu'elles viennent se faire dépister. Et également les jeunes filles, c'est une grande école, un grand collège. Les échanges ici sont interactifs. Après l'étape de la sensibilisation, ces jeunes filles et bonnes dames ont eu droit à un dépistage gratuit, ce qui leur a permis de connaître leur état sérologique par rapport à ce mal. L'initiative est la bienvenue selon les bénéficiaires qui ont choisi de se faire dépister hors caméra. Moi, j'ai apprécié ça, j'ai beaucoup apprécié. D'autant plus qu'à un certain âge, là, il faut se contrôler, il faut savoir ce qui ne va pas. Dans la grande salle, on nous a briefé un peu sur comment ça va se passer. Les informations ont été données pour connaître mieux la maladie du cancer et comment prévenir. Nous avons voulu saisir cette occasion pour toucher cette cible sensible qui sont nos jeunes filles, pour qu'elles prennent déjà dès maintenant conscience de ce que c'est que le cancer du sein et qu'elles intègrent que ce n'est pas quelque chose qui est irréversible, qu'il y a des méthodes qui existent pour la prévention. Notre objectif aussi, c'est que ces personnes-là, ces filles, ces femmes-là, puissent en parler autour d'elles, à leurs sœurs, à leurs filles, à leurs parents, parce que c'est la sensibilisation qui va nous permettre de vraiment arriver à contrecarrer cette maladie.
La séance de sensibilisation et de dépistage mise en œuvre par les 2 clubs Rotary est appréciée par le chef quartier de Gbodjeté et surtout le directeur du CEG, l'Entente. Au-delà des mots de soutien et de remerciement, ils exhortent les membres de cette organisation à œuvrer davantage pour l'épanouissement des couches vulnérables. Et je l'annonçais au début de ce journal, le Novotel Hôtel de Cotonou annonce pour le 5 novembre prochain le lancement d'un nouveau projet. Il s'agit d'une initiative qui offre un cadre d'exposition des œuvres d'art, une façon de révéler les artistes de tous les horizons au monde entier. Après sa rénovation intégrale et son changement de look remarquable, Novotel Hôtel de Cotonou revient avec un style nouveau et unique. Le client désormais y découvre un cadre luxueux et accueillant, mais surtout un espace culturel et artistique qui laisse découvrir le génie des artistes plasticiens d'ici et d'ailleurs. C'est ce que l'on appelle le projet Novarts. Nous allons mettre à disposition de ces artistes non pas un espace, non pas une salle du Novotel, mais l'ensemble dans sa globalité de l'hôtel, c'est-à-dire l'hôtel plus les 7 hectares de jardin. Et c'est là où on fait toute la différence, parce qu'on va offrir à ces artistes un espace unique d'exposition, un espace unique de découverte, de rencontre, d'échange, une visibilité, un éclairage médiatique inédit pour la plupart d'entre eux. C'est ça le projet Novarts, c'est devenir le hub arty de Cotonou, des espaces en perpétuel mouvement, un flux culturel incessant, c'est-à-dire que chacun, les artistes, comme le public extérieur, comme les résidents de l'hôtel, pourront se balader dans l'hôtel et rencontrer, au détour d'une salle de séminaire, une styliste béninoise qui travaille le textile et le coton béninois, puis ensuite échanger avec un designer béninois qui travaille le bois sur la terrasse VIP autour de la piscine. Enfin, rencontrer un artiste plasticien qui fera son exposition, un peintre ou un sculpteur dans le lobby, et apercevoir au loin, dans les jardins de 7 hectares, un artiste graffeur qui sera en train de réaliser une œuvre en direct, de faire une performance en direct. C'est ça, le projet Novarts. Le projet Novarts permet donc un brassage des artistes de tous les horizons. L'originalité de l'idée est épousée par le ministère béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts. Donc nous remercions vraiment cette initiative qui tombe à point nommé, puisqu'elle va permettre aux artistes de pouvoir s'exprimer, ce qu'ils attendent en effet depuis un certain moment. Et grâce à ce projet, donc, les artistes pourront bénéficier d'une meilleure visibilité, car vous savez que le Novotel fait partie du groupe Accor qui est mondialement connu, que l'on ne présente plus. Donc le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à la demande du Novotel, est heureux de pouvoir accompagner cette initiative prometteuse qui, comme on l'a dit, va mettre en lumière des artistes déjà reconnus, mais aussi de jeunes pousses. Charlie d'Almeida est l'une des références dans l'univers de l'art contemporain au Bénin. Pour la réussite de ce projet, le Novotel a sollicité son expertise et il n'a pas marchandé sa disponibilité. Le Novarts prend effectivement corps le 5 novembre prochain avec le lancement dans le même temps du salon de vernissage prévu à cet effet. Le 1er novembre de chaque année est consacré à la fête de Toussaint. Hier, c'était donc la fête de Toussaint, une célébration dédiée à tous les saints. La mairie de Cotonou n'a pas dérogé à la tradition. À l'occasion, une délégation conduite par les 2e et 3e adjoints au maire a effectué une descente dans les cimetières d'Akpakpa et de PK14. Voici le compte rendu de cette descente signé Ouliat Sanoussi et Moufid Sagbour. C'est la fête de Toussaint et la mairie de Cotonou descend dans les cimetières d'Akpakpa et de PK14. Elle sacrifie ainsi à la tradition de chaque 1er novembre. Il s'agit d'une fête qui invite les vivants que nous sommes à nous rappeler de tous les saints. À cette occasion, nous aménageons tous nos cimetières afin que la commémoration de nos saints se passe dans la plus grande propriété. Mais au-delà de sacrifier la tradition, nous avons 2 défis. L'exécutif en place actuellement doit relever 2 défis majeurs.
c'est-à-dire courant à partir de 2021, c'est de faire en sorte de ne plus attendre la veille du Toussaint pour venir entretenir nos cimetières. Nous devons avoir des périodicités pour le faire et je peux vous dire que ce chantier est déjà enclenché afin que nos cimetières soient entretenus de façon périodique et non à la veille de Toussaint. Le deuxième défi que nous devons relever, c'est que là nous sommes au cimetière TK14 où nous finissons la tournée de ce matin, mais je peux vous dire que dans ce cimetière, nous avons 1600 tombes à réfectionner. Voilà le deuxième défi que nous devons enclencher pour que nos morts puissent être entretenus, les tombes puissent être entretenues et la mairie jouera toute sa partition à partir de maintenant. La Toussaint se célèbre la veille de la fête des défunts prévue pour ce lundi 2 novembre. Mais l'occasion est saisie pour déjà penser aux morts et prier pour eux. À chacun et à tous, je souhaite, à mon nom propre et au nom du maire, M. Luc, c'est-on dit à Tropo, une très bonne fête pour les saints et une bonne fête des morts pour le compte de demain, lundi 2 novembre 2020. L'exécutif prend l'engagement de mieux entretenir les cimetières et de ne pas attendre la veille de Toussaint pour le faire. Je pense que c'est l'élément majeur à retenir. Un engagement de la mairie de Cotonou qui permettra aux cimetières sous tutelle d'être désormais dans un état de propreté irréprochable. Et pour cette célébration de la Toussaint, de nombreuses familles se rendent dans les cimetières pour nettoyer les tombes de leurs défunts et prier pour eux. Une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques cimetières. Elle a tendu son micro à certains citoyens. Suivez plutôt. Vous me voyez au pied du sépulcre de ma fille Esther Mafoya, qui repose ici depuis le mois d'octobre 2013, où elle est décédée, ça fait 7 ans. Je suis venu prier pour le repos de son âme. Un peu d'entretien sur la tombe de mon grand-père. Ma maman est devant là-bas. Alors avant d'aller à ma mère, je dois passer par son père. C'est ce que je fais avec ma famille, mes frères et sœurs, mon épouse. Nous avons l'habitude de le faire fréquemment. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre hommage à notre défunt papa qui n'est plus. À cet effet, nous allons entretenir sa tombe et déposer une gerbe et prier pour le repos de son âme. Pour que depuis là-bas, il puisse se souvenir de nous, ses enfants, et nous comble aussi pour qu'à l'avenir, nous puissions tous avoir ce que nous désirons et lui demander des messes de temps en temps. Le jour de Toussaint, je viens ici pour laver les tombeaux, parce que si je lave les tombeaux, ça me donne de la fierté, parce que je fête avec les anges et avec ceux qui ne sont pas en vie. Ça me fait plaisir d'être souvent à Toussaint ici. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Merci de rester fidèle à la suite de nos programmes.